On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous fait découvrir un nouveau programme préuniversitaire au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, informatique, mathématiques. Mais d'abord, on reçoit la mairesse réélue et très facilement de Chambly, Alexandra Labbé. On revient sur les élections municipales de dimanche soir. Du côté de Chambly, la mairesse sortante a été facilement réélue à 70 % contre son opposante Julie Daigneault de Démocratie Chambly. Elle est avec nous. Bonjour et félicitations. Merci beaucoup. Il y a toujours un doute qui nous habite quand on fait de la politique, même si on dit « ouais, les appuis sont bons, le pointage est bon », mais tant que le petit vote n'est pas dans la boîte, c'est pas joué. La première réaction à ces résultats? Je suis encore en train de réagir. Vraiment contente, vraiment contente. J'espérais avoir ce message-là de la population, mais il est encore plus fort que je m'imaginais comme réponse. Donc, vraiment, vraiment contente du résultat. Bon. L'électorat a envoyé un message à la mairie avec un chiffre de 70-30. Ça, c'est très clair. Mais dans les districts, et c'est là où ça devient intéressant, parce que chez vous, il y avait une équipe, votre ancienne équipe Démocratie Chambly, qui présentait les candidats dans la majorité des districts avec Mme Daigneault. Mais ultimement, les gens ont choisi 8 indépendants. Comment vous interprétez ça? Bien, en fait, ça fait partie de mon discours depuis à peu près 1 an, quand j'ai fait le choix de devenir indépendante, puis quand j'ai fait le choix de dire à la population qu'il fallait faire différemment, qu'il fallait arrêter de juger les idées pour les couleurs qu'elles portaient, mais vraiment de les juger pour la valeur qu'elles avaient, puis d'avancer ensemble en cherchant un consensus, en faisant une politique pour servir la population, la mettre au cœur des décisions puis des discussions. Je pense que là, ça nous envoie le message que Chambly était prêt pour ça, qu'on en a un peu ras-le-bol, là, des clans, des clics. Mais chez vous, est-ce que c'était une coalition d'indépendants ou des indépendants qui se soutenaient mutuellement ou qui s'appuyaient? Bref, c'était quoi c'est quoi la différence entre un parti, une équipe et cette coalition d'indépendants que vous aviez à Chambly? Bien, il y a des tonnes de différences, là, entre autres la structure, puis avoir un parti, ça implique aussi là, une structure assez lourde là, auprès du DGEQ et tout ça, mais plus que ça implique d'avoir un chef, ça implique d'avoir une ligne de parti, ça implique d'avoir un programme commun. C'était pas ça du tout. En fait, c'est une belle surprise qui m'est arrivée assez rapidement dans la campagne, là, mais c'est le point commun qu'on avait, c'est d'avoir choisi l'indépendance. Puis c'est que, en fait, chacun d'entre eux supportait ma candidature, voyait en moi une mairesse inspirante qui avait réussi le pari de l'indépendance. Je pense que c'est ça qui nous liait. C'est sûr qu'à l'intérieur même de cette coalition-là ou de cette belle entraide-là, il y avait quelques conseillers qui, eux, se connaissaient dans leur vie aussi. Donc, on avait des petits groupes d'amis qui étaient là-dedans aussi. Là. Bon, ça fait beaucoup d'élections en peu de temps, parce que d'abord, en novembre 2017, vous êtes élu comme conseillère de Démocratie Chambly. Arrive la démission du maire, la mise en tutelle et tout le reste. Évidemment, vous faites le choix de libérer votre siège pour vous présenter à la mairie. Tout risqué. Mais il y a aussi des élections partielles dans 3 districts. Exact. Et bon, Démocratie Chambly remporte les 3 districts. Vous remportez la mairie. Démocratie Chambly devient donc majoritaire. Mais peu de temps après, vous faites le choix de devenir indépendante et de quitter Démocratie Chambly. Pourquoi? 9 mois environ après. Parce que je suis le genre de personne, quand je vis un malaise, je ne reproche pas à personne, puis je ne reproche pas aux autres. Je cherche pourquoi moi, je ne suis pas bien, puis je trouve une façon de le résoudre. Puis je me suis rendu compte que j'étais très mal à l'aise à l'idée de représenter juste une partie de la population. Tu sais, ça n'enlève rien à personne, mais moi, je me sentais pas bien là-dedans. Devoir prêter une oreille plus grande à des gens parce qu'ils ont une carte de membre ou parce qu'ils pensent comme moi, c'était pas quelque chose qui... C'est quoi, une fois élue mairesse, vous étiez inconfortable à l'idée d'être la mairesse juste d'une partie de l'électorat et non pas de l'ensemble de la population? Moi, je suis la mairesse de tout Chambly. Pour faire partie de mon équipe, il faut juste être citoyen. C'est ça le message que j'ai voulu envoyer par mon indépendance. Mais ultimement, votre ancienne équipe donc, a perduré dans le temps, a même présenté des candidats, et Mme Daigneault à la mairie, qui est une ancienne consoeur à vous. Mm-hmm. Mais l'électorat a fait le choix d'y aller avec que des indépendants. Donc, pour vous, c'est quoi la notion d'équipe? Finalement, les gens à Chambly font comme « on veut plus ça, nous autres ». Et je pense que les gens l'ont vu.
Tu sais, au conseil, quand on ne réussit pas à comprendre une décision d'une majorité des élus parce qu'ils sont incapables de l'expliquer, je pense qu'on voit clair. On voit clair dans ce qui sous-tend cette décision-là. C'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu de coulisses. Je pense que ça le nuit dans les derniers mois à Chambly, puis je pense que les citoyens l'ont vu. En même temps, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle était la différence entre le programme de démocratie Chambly ou votre programme ou le programme des 8 candidats indépendants qui ont été élus dimanche soir? Est-ce qu'au final, ça se ressemble pas mal ou s'il y avait des grandes différences au niveau des discours et au niveau de la profondeur des programmes électoraux? Bien, je pense qu'au municipal, on fait rapidement le tour des enjeux. On est toujours en train de discuter des mêmes choses, là, la circulation, le développement du territoire. Donc, on a toujours les mêmes. Chaque district a ses enjeux particuliers. Donc, oui, ça se ressemble toujours. Je pense que la grande différence, c'est là où les citoyens ont eu à faire un choix, c'était dans cette notion-là de vouloir faire une politique de consensus, de vouloir faire une politique où on est dans les échanges plutôt que dans les débats. J'entendais souvent des gens parler de s'arracher une chemise ou de... On n'est pas là-dedans. Là. En étant indépendant, on a cette ouverture-là automatiquement parce que chacun de nous est minoritaire. Puis au fond, quand tu es dans une position minoritaire, tu as une vulnérabilité assumée où tu dis, ben moi, si je veux former une équipe, il va falloir que j'écoute tout le monde. Bon, et là, cette composition du nouveau conseil avec les 8 indépendants, ça ressemble à quoi? Qui est réélu? Qui est battu? Qui sont les nouveaux alentours de la table? Bref, expliquez-nous un peu la composition du nouveau conseil de ville. Bien, en fait, beaucoup de nouveaux, parce que dans les sortants, on a M. Ricard, qui avait été réélu par acclamation déjà. On a Carl Talbot, qui est réélu dans le district 1. Et là, à moins d'une erreur, je pense que tout le reste du monde est des nouveaux visages. On a M. Serge Savoie, qui avait déjà fait campagne, qui n'avait pas rentré. Sinon, tous les autres, là, j'essaie de réfléchir rapidement. Là, je pense que tous les autres, c'est leur première campagne, premier... Donc, il y a beaucoup de nouveaux alentours de la table. Oui, on va avoir beaucoup d'apprentissage à faire, oui. Bon. Qu'est-ce qui reste de l'époque de Denis Lavoie? Plus rien? Bien, des procès pas terminés, des enquêtes pas terminées. Donc, on aura à s'y replonger, je pense, dans les mois qui vont suivre. Mais des conseillers qui étaient là à l'époque de Denis Lavoie ou dans son équipe, il n'y en a plus, là. Non. Non. Mais vous dites que c'est pas encore terminé, même si la mise en tutelle est terminée, même si Denis Lavoie a démissionné, il reste encore des squelettes à régler avec le dossier Denis Lavoie? Pas des squelettes. Bien, pas des squelettes, mais en fait, il va y avoir des témoignages. Bien oui, tout à fait, parce qu'en fait, ne serait-ce que là, les 45 manquements, des citations en déontologie, tout ça, ça n'a pas été encore entendu. Okay. L'UPAC n'a pas encore déposé non plus d'accusation, donc ça aussi, ça viendra éventuellement. En tout cas, j'ose espérer. Mais ce n'est pas un épisode qui est terminé chez vous, là. L'épisode de Denis Lavoie, il reste encore des trucs, là. Bien, ça dépend de quoi on parle, parce que si on parle dans le quotidien, dans la gestion de la ville, dans l'administration, non, ça, on l'a tourné la page, là, on est complètement ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que ça envoie comme message au niveau des fonctionnaires de la ville de Chambly? Parce que l'électorat a fait un choix, une mairesse indépendante, 8 conseillers indépendants. Est-ce que pour les fonctionnaires eux-mêmes, là, ça va être clair? Autrement dit, là, ils ont un conseil pour 4 ans, la mise en tutelle est terminée, on sait à qui on a affaire, on sait ce que veulent nos élus pas mal. Est-ce que ça va clarifier les choses pour les fonctionnaires en haut? Définitivement. Je pense que le choix de la stabilité que les citoyens ont fait, je pense que pour eux, c'est un soulagement aussi. Ils ont eu, on l'a vu vite là, dans le petit rappel que tu viens de faire, là, mais on a déboulé en 4 ans plein de choses. Fait que là, on a une stabilité. On sait pour un 4 ans qu'on va être ensemble. Je pense que la première année, ça va être vraiment une année de planification, une année aussi où on va faire des apprentissages, où on va avoir là, des nouveaux conseillers qui vont apprendre leur nouveau rôle, qui vont être capables de découvrir un peu là, toute cette machine-là. Mais je pense qu'on va avoir une belle première année d'apprivoisement, puis après, ça va être des belles réalisations. Bon. Pour vous, c'est quoi les enjeux rapides là, qu'on doit adresser là, d'ici les prochaines semaines? Bien, je pense on en a parlé beaucoup en campagne. Là. À Chambly, c'est beaucoup de réaménagement d'aménagement du territoire, en fait, de redéveloppement. Donc, Bennett, le PPU Centre-Ville, le fameux résiduel du Golfe, donc qu'il va falloir adresser. Je pense qu'il y a beaucoup aussi au niveau de la circulation qui a été soulevée dans chacun des districts. On a une étude de circulation en cours. On a beaucoup de planification qui s'en vient, un plan directeur des espaces verts, des parcs, des infrastructures sportives. On a plein de beaux projets participatifs aussi, des budgets participatifs qui vont tranquillement prendre forme. Donc, on a un beau mandat devant nous. Bon, vous devez adopter un budget prochainement. Oui.
Quel est votre souhait par rapport à ce budget-là? Est-ce qu'il y a des dépenses qu'on doit faire autrement, ou des changements de priorité, ou on veut garder la taxation quand même sous l'inflation? Bref, quel est un peu le topo là, qui s'en vient pour l'adoption du budget? Bien, je pense qu'on est dans une bonne position financière, mais on a beaucoup de planification à faire. On a dégagé certains surplus, on a des sommes non affectées, donc ça va être de voir avec les élus où on va prioriser, s'assurer qu'on affecte les sommes aux bons endroits. Mais oui, on a des infrastructures là, auxquelles il va falloir donner pas juste de l'amour. Ouais. Puis on a un plan directeur, là, ce plan directeur-là, des infrastructures sportives, espaces verts, ça va aussi beaucoup de planification, des beaux budgets. Il va falloir être prêt à aller trouver le financement pour ça. Bon, au niveau de la mobilité, avec l'arrivée du REM, le REM qui est pour le moment toujours au 10-30 à Brossard et non pas à l'intersection 10-35, donc pour les citoyens de Chambly et des alentours, pour vous, ça va être quoi les enjeux lorsque le REM sera évidemment effectif et opérationnel pour les gens qui vont devoir soit avoir une navette pour les amener à Brossard? Bref, quelle est un peu votre vision par rapport à la mobilité? Bien, en fait, on travaille avec EXO étroitement pour l'arrivée du REM. Donc, on a vraiment rabattu tous les kilomètres qui devaient se rendre vers Montréal ont été rabattus en desserte à l'interne, donc pour se rendre au REM. Donc, ça, c'est déjà prévu. On est aux étapes d'opérationnalisation, donc on regarde avec eux pour les trajets, les abribus, savoir vraiment là, être prêt. Donc, dès l'ouverture du REM, c'est des bonnes nouvelles pour Chambly. Une desserte de notre parc industriel, ça faisait longtemps qu'on le demandait. On a vraiment une bonification des circuits. Puis on n'aura plus cette fameuse navette, justement, jusqu'au stationnement incitatif. Donc, on va se rendre directement de la porte des quartiers, directement au REM à Brossard. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est une plus-value, là. Ah oui, oui. Ça devrait être des gains là, en termes de temps de trajet pour une bonne partie des citoyens. Bon, sur le plan plus régional, qu'est-ce que ça change maintenant avec vos nouveaux collègues à la MRC? Bref, ça va être quoi un peu les enjeux de ce côté-là? J'ai bien hâte de voir parce qu'effectivement, on a un gros remaniement. Il y a beaucoup de changements au niveau de la MRC. On va voir aussi là, à divers paliers. Là, je pense qu'il y a justement dans la représentation chez EXO, dans la représentation à la CMM, il y aura plusieurs sièges vacants ou disponibles. Donc, j'ai bien l'intention de m'investir un peu plus. Souhaitez-vous la préfecture? Je ne suis pas rendue à réfléchir à ça encore. Là. C'est trop tôt. C'est trop tôt. On va regarder toutes les options, puis on va choisir le mieux pour... Et Chambly, dans 4 ans, vous le voyez comment? Parce que là, on a vraiment un vrai mandat sur lequel on peut travailler, sur des projets. Tu sais, on n'est pas dans le court terme, là. Puis là, la tutelle est derrière nous, mais quand vous dites, là, dans 4 ans, là, on va finir ce mandat-là, puis on va se présenter devant l'électorat si vous souhaitez vous représenter à ce moment-là. Mais bref, le Chambly, dans 4 ans, vous le voyez comment? Wow, c'est une excellente question. En fait, je souhaite Chambly prête à saisir les opportunités. Je souhaite que Chambly se positionne vraiment dans son attractivité, mais dans l'ouverture, puis vraiment qu'on ait une belle planification qui nous permette de rêver. Puis moi, je le vois... moi, je veux livrer du 15-20 ans. Là, je veux qu'on soit en avance. On va livrer des projets qui sont déjà amorcés, mais je veux qu'on sache déjà ce qui s'en vient. Puis, c'est quoi la marque de commerce de Chambly? Parce que Chambly, évidemment, c'est le Richelieu, c'est le fort, c'est les restaurants, c'est les écluses, c'est la piste cyclable, je veux dire, bon, les chutes, le parc et tout ça. Mais pour vous, la signature marketing de la ville de Chambly, c'est quoi? Quand on parle de Chambly à Bécomo ou à Rouyn-Noranda, c'est quoi Chambly? Bien, je pense que vous avez bien résumé. Il y a un fort côté historique. Il y a la force de l'eau qui est très, très présente. Je pense que le canal est un emblème fort de Chambly. On est une des rares villes, bon, Saint-Jean aussi, le canal se rend jusqu'ici, mais on est une des rares villes qui a ce genre d'infrastructure-là navigable. Donc, je pense que c'est un beau mélange de tout ça. C'est une belle authenticité, une belle richesse patrimoniale. On a des paysages absolument hallucinants avec les montagnes qu'on voit sur le bassin. On est une ville qui est si près de Montréal, mais en même temps tellement champêtre, tellement près de la nature. Donc, et un climat plus paisible au conseil de ville pour les prochaines années? Bien, je l'espère, je le souhaite. En fait, un climat plus constructif, c'est surtout ça que je veux, des projets qui avancent. Ouais. Alexandra Labbé, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Et restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un nouveau programme préuniversitaire offert en 2022 au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, cette semaine, la grande visite, quelqu'un qui a été repêché par les Braves. Absolument, on va faire le bilan de saison des Pirates Maçonnerie Pro Conseil avec le lanceur, voltigeur, frappeur, François Lafrenière. Le Otani des Pirates. En plein, lui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu nous arrive avec un nouveau programme, le programme préuniversitaire Sciences informatiques et mathématiques. On va tenter de découvrir ce que c'est avec notre invité Pierre McGrail, qui est le coordonnateur de ce programme. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Leto. Expliquez-nous tout d'abord dans quel contexte le Cégep nous arrive avec un nouveau programme. Pourquoi ce nouveau programme? Oui, bien, pourquoi? En fait, le programme existe depuis 2008 dans le réseau. Et il était en phase exploratoire, là, et vers 2017-2018, donc le programme est devenu un peu plus officiel dans le réseau. On parle d'une dizaine de cégeps, 10-11 cégeps qui donnent le programme actuellement. Donc, nous, on fait le saut à l'automne 2022. Donc, on va donner notre première cohorte de ce programme-là. Donc, ce n'est pas un nouveau programme, mais pour nous, ça va venir complémenter un peu notre offre actuelle, hein, parce qu'on a déjà d'autres programmes qui ont un peu d'informatique, là. Donc, ce programme-là va venir complémenter. Bon. En quoi ce programme-là devient une offre complémentaire? En quoi ça vient compléter votre offre dans ce domaine-là? Bien, moi, par exemple, je suis aussi coordonnateur du programme technique en informatique. Donc, ça fait déjà 9 ans que j'enseigne dans ce programme-là aussi. Donc, le programme de technique informatique vise plus à former des gens qui vont être prêts à travailler sur le marché du travail rapidement et dans des métiers de programmeur analyste, de développement d'applications, développement de sites web. Tandis qu'on a aussi un autre programme un peu plus traditionnel qui est Sciences Nature, que les gens appellent aussi Sciences Pures, en fait. Donc, ce programme-là, en fait, n'a aucun cours d'informatique actuellement. Le programme de Sciences Nature, on parle de cours de biologie, de cours de chimie. Et dans le fond, le programme de SIM, programme Sciences informatiques et mathématiques, va venir se placer un peu entre ces deux programmes-là, dans le sens qu'il va avoir 4 cours d'informatique, mais il n'y aura pas les cours de biologie. OK. Et il va avoir seulement qu'un cours de chimie au lieu de 2. Donc, nous, de la façon qu'on veut aiguiller les futurs étudiants, là, dans le fond, ceux qui veulent se diriger vers une carrière dans le domaine de la santé, donc, on recommanderait peut-être plus d'aller vers sciences nature traditionnelles. Donc, ceux qui veulent aller vers un métier, par exemple, d'ingénieur, de scientifique, que ce soit ingénieur. Quand on parle d'ingénieur, on peut parler de génie logiciel, on peut parler de génie informatique, génie civil, génie physique, génie chimique, et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui veulent qui ont l'intention de ne pas se diriger vers une carrière dans le domaine de la santé, on pourrait recommander d'aller vers un préuniversitaire, donc de sciences informatiques et mathématiques, où les 4 cours d'informatique vont venir vraiment supporter les sciences. Donc, vont venir... Okay. Parce que là, ici, on parle d'un programme préuniversitaire, mais quelqu'un qui ne va pas à l'université, est-ce qu'en sortant de chez vous, il peut quand même travailler puis dans des champs particuliers ou précis, là? Bien, nous, le but de ce préuniversitaire-là, c'est 2 ans. Hein, donc, comme Sciences Nature, c'est 2 ans. Donc, non, le but, ce n'est pas de préparer au marché du travail. Donc, les technologies qui sont c'est vraiment de les préparer pour l'université. Exactement. Nous, il y a eu des gros rapports, puisque le programme était en phase exploratoire là, de 2008 à 2017. Là, il y a eu des rapports qui ont sorti sur les attentes des diverses universités. Donc, on a la Polytechnique, on a l'Université de Montréal, McGill, l'École de technologie supérieure aussi, qui est l'ETS, qui est l'université
qui a une certaine proximité naturelle avec Saint-Jean, là, parce que avec notre système d'autobus là, qui nous débarque direct à la porte, ou presque. Là. Donc, fait qu'on a regardé vraiment... En fait, les gens qui ont fait le rapport ont regardé ce que les universités voulaient. Là, donc, c'est ça qu'on on vise. Donc, un étudiant qui fait 2 ans de ce nouveau programme de sciences informatiques et mathématiques, quand il arrive à l'université, il s'inscrit dans quoi? Il peut s'inscrire... En ce moment, il y a 50 des gens qui graduent du programme SIM à travers le réseau, hein, parce que là, à Saint-Jean, on n'en a pas encore. Ça va être là. nouveau, mais ailleurs, l'expérience qu'on a, 50 des gens se dirigent vers une carrière informatique logicielle. Donc, qui deviennent programmeurs analystes, développeurs, concepteurs de logiciels, d'applications, de sites web. Donc, ça, c'est un 50 de gens qui auraient pu tout aussi bien suivre la technique en informatique. Okay. Il y a une autre partie des gens qui poursuivent après SIM et s'en vont vers des diverses carrières dans le domaine du génie. Et là, on a une déclinaison très éparpillée. Donc, on peut parler d'ingénieur civil, environnement, génie chimique, génie physique. Et il y a aussi des gens qui se dirigent vers une carrière plus en sciences pures, là, donc, mettons, en mathématiques pures, en physique. Donc, mais cette base d'informatique, elle est importante là, dans ces domaines-là. Oui, elle vient soutenir, en fait. Le titre du programme suggère que l'informatique est en avant-plan, mais l'informatique vient supporter les disciplines qui sont la chimie, la physique et les mathématiques pour aider dans la résolution de problèmes. Parce que l'informatique, on parle ici de grosse programmation. Là. Donc, on parle d'automatiser des tâches, on parle de résoudre des problèmes. On ne vise pas nécessairement à faire des applications là, comme on peut penser avec nos téléphones, des applications Android ou Apple. Ça, on fait ça en technique informatique. Mais là, l'informatique, dans ce programme-là, vise plus à supporter les sciences. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce cours-là? Dans les cours d'informatique? Oui. À mettre à profit, en fait, la programmation, la logique, résolution de problèmes. Donc, par exemple, en mathématiques, on peut remplir le tableau, écrire des formules et ainsi de suite, puis calculer des choses, mais avec un programme informatique, on peut tout automatiser ça. On peut arriver à des conclusions. On peut développer des outils d'aide à la prise de décision. Par exemple, ça pourrait être un système fait pour des médecins ou un système fait pour d'autres scientifiques pour justement analyser des données, produire des résultats, produire des modèles d'aide à la prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, les données, il y en a de plus en plus, sont de plus en plus complexes. Il faut les gérer. Exactement. Donc, un de ces cours d'informatique-là, il y en a 4, là, mais ça va être vraiment axé sur les données, traitement de données, extraction. Bon, on dit que ce programme-là était déjà offert dans une dizaine de cégeps sur 40 au Québec. Est-ce qu'on sait s'il y avait de l'attente ou une certaine contingence au niveau du nombre d'inscriptions? Est-ce qu'il y a de la demande, ce qui fait que si Saint-Jean l'offre, est-ce que ça va permettre peut-être d'avoir davantage d'inscriptions? Je pense que oui. Et le programme, ne sera pas contingenté dans le sens que ça mène vers des programmes universitaires qui sont généralement pas contingentés. OK. Les programmes de génie sont généralement pas contingentés. Il y a beaucoup d'emplois. En technique informatique, on gradue. Tout le monde qu'on gradue, évidemment, a des emplois. Mais saviez-vous si c'était populaire dans les autres cégeps quand venait le temps de s'inscrire là-dessus? C'est, bien évidemment, comme le programme se situe entre deux, donc il y a des gens qui s'orientent mal, peut-être, puis qui font sciences nature, puis qu'ensuite, ils bifurquent. La première session, là, on parle d'un tronc commun. En fait, les deux programmes, sciences nat et sciences nature et sciences informatiques, mathématiques, on parle d'un tronc commun presque tous les cours, sauf 5 cours en ce moment. Donc, là, vous avez combien de places disponibles pour l'automne? On aimerait ça avoir peut-être 2 groupes. Pour l'automne 2022, on aimerait peut-être ça avoir 2 gros groupes de 25. Évidemment, le cégep est plein à craquer, là, on le sait. C'est un autre débat. Exactement. Donc, votre DG a demandé de l'espace. On va voir si le gouvernement va le donner un jour. Exactement. Donc, on va voir, en fait, comment vont se matérialiser ces inscriptions-là. Est-ce que nous, en technique informatique, on va en perdre un peu? Est-ce que sciences nature vont en perdre un peu? Ou est-ce qu'au contraire, la promotion de ce programme-là va faire qu'on va en avoir un peu plus partout? Parce qu'une des choses qu'on n'a pas encore parlé, c'est les préalables. Technique informatique, depuis 3 ans, depuis 2018, on n'a plus besoin des mathématiques fortes de secondaire 5. OK. Donc, mathématiques fortes de secondaire 5, là, que ce soit TS ou SN, là, les deux mathématiques fortes. C'est ce qu'on appelait les 436, 434. 536. 536 aussi. Donc, maintenant, pour aller en technique informatique, ça prend les maths fortes de 4
ou les maths normales de secondaire 5. OK. Mais SIM, pour le programme SIM, on vise, bien, ça prend les mathématiques fortes de 5, la chimie de 5 et la physique de 5. OK, donc vous avez des requis plus exhaustifs. Là. Exactement. Donc, quelqu'un qui va entendre parler de la promotion du programme SIM, puis qui n'aura pas les Bon, il y a encore le temps de les faire, là. Mais... C'est ça. Donc, mais évidemment, il va y avoir aussi des programmes de mise à niveau, là. Donc, ça peut retarder potentiellement le cheminement, là. Mais c'est plus pointu, là. Oui. Les gens qui s'en vont là. Oui, on s'attend à ce que ce soit des cohortes assez fortes au niveau de la logique, la programmation. Ça va peut-être aller un peu plus vite qu'en technique informatique au début, mais en technique informatique, en 3 ans, on va quand même assez loin aussi, là. Donc, si les gens veulent se renseigner, là, disons qu'on a piqué la curiosité là, d'élèves ou de parents, donc c'est un nouveau programme offert au Cégep Saint-Jean, programme préuniversitaire de sciences informatiques et mathématiques. Via le site web du Cégep, on peut trouver le chemin pour oui, trouver l'info. cstjean.qc.ca. On clique ensuite sur Programme d'études. On voit la liste des préuniversitaires et la liste des programmes techniques. Et ensuite, quand on va dans les microsites de chaque programme, on peut voir les différents événements. Là. Donc, on a les portes ouvertes qui s'en viennent aussi. Donc, mercredi qui s'en vient. Puis le Cégep Saint-Jean étant dans la périphérie métropolitaine, il y a quand même un bassin d'étudiants potentiels important. Donc, assurément. S'il n'y avait pas beaucoup de cégeps qui le feraient dans la région de Montréal, bien là, ça va en faire un de plus. Là. Exact. Bien, M. McGrail, merci beaucoup. Bonne chance dans l'établissement de ce nouveau programme. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Bonne nouvelle, puisque le Musée du Haut-Richelieu a décidé de prolonger jusqu'au 3 avril 2022 l'exposition Les années folles, les années 20, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Haut-Richelieu. Donc, allez faire un petit tour au musée. Notre prochain rendez-vous, nous, c'est pas compliqué, ericlatour.com. C'est demain. Bye-bye.